Les partenariats publics-privés. Comment offrir de meilleures infrastructures pour les services publics? Les principes fondamentaux des PPP. Bonjour, je suis Stéphane Saussier, professeur d'économie à l'IE Paris-Sorbonne. Alors on va parler des PPP et peut-être la première chose à dire, ce sont que les partenariats publics-privés sont très à la mode. En effet, il ne se passe pas une semaine sans que vous ayez un article de presse qui traite de près ou de loin des partenariats publics-privés. Si par exemple vous allez voir dans le Financial Times, vous verrez qu'il y a eu depuis 1990 environ 800 articles, même plus que 800 articles, qui traitent de cette question directement ou indirectement. Mais dès qu'on aborde la question de la définition des partenariats publics-privés, c'est un peu plus compliqué et c'est toujours un peu plus confus. Alors essayons d'être clairs sur ce point de définition. Ce qu'on appelle un partenariat public-privé, c'est un accord contractuel entre une autorité publique, qui peut être nationale ou locale, et un opérateur qui peut être privé ou semi-public ou semi-privé d'ailleurs, qui consiste en un accord global dans lequel l'opérateur s'engage à investir et à gérer un service public. Donc c'est vraiment ça qui fait la caractéristique principale d'un partenariat public-privé, le fait que ce soit un accord global où il y ait une partie investissement et une partie gestion du service. On peut penser par exemple à la mise en place de nouvelles infrastructures comme les autoroutes, la gestion des déchets, la gestion de l'eau. On peut aussi penser à de gros investissements pour maintenir ou développer certaines infrastructures existantes. En réalité, si on essaie de rentrer un petit peu plus dans le détail, on peut distinguer schématiquement deux types de partenariats publics-privés. D'un côté, les partenariats publics-privés dans lesquels l'autorité publique délègue aux partenaires le risque de demande. Donc concrètement, ce sont les partenariats publics-privés de type concession, concessif, dans lesquels l'opérateur privé est rémunéré en fonction de la demande future. Ce sont les utilisateurs du service qui rémunèrent directement l'opérateur privé. Alors évidemment, ce ne sont pas des types de partenariats publics-privés qui sont très récents. Ces concessions existent en France, par exemple, depuis plusieurs siècles. Le Pont Neuf a été reconstruit au début du XVIIe siècle avec ce type d'accord contractuel. Ce ne sont pas des accords contractuels récents et ce ne sont pas non plus des accords contractuels qui sont assez rares, puisque si vous regardez les données qui existent sur le sujet, et notamment la base de données PPI pour Private Participation in Infrastructures, qui est développée par la Banque mondiale, vous verrez que sur les 107 milliards d'investissements, de promesses d'investissement qui ont été réalisées en 2014, la plus grande partie consiste en des contrats de concession. À côté de ce premier type de partenariat public-privé, vous avez un deuxième type de partenariat public-privé qui est beaucoup plus récent et qui consiste en un accord toujours global où on demande à un opérateur d'investir et de gérer le service, et où cette fois-ci l'opérateur est rémunéré directement par l'autorité publique en fonction de sa capacité à rencontrer des indicateurs de performance. Ce sont les fameux PFI, pour Private Finance Initiative, qui ont été lancés au début des années 90 en Angleterre et qui se sont développés assez largement en Europe. Donc on peut penser, il y a certaines infrastructures pour lesquelles clairement les autorités publiques ont le choix. Un nouveau stade, une nouvelle autoroute, un nouveau musée, vous avez clairement le choix de financer sous forme de concession ou sous forme de PFI. Vous avez d'autres infrastructures où il est plus difficile de demander aux utilisateurs finaux de payer directement l'opérateur qui a à sa charge l'investissement et la gestion du service, comme par exemple la mise en place de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux, de nouvelles prisons. On voit mal l'utilisateur final payer directement l'opérateur en charge du service. Alors pourquoi parler autant des partenariats publics-privés ? Essentiellement parce que les partenariats publics-privés ont plusieurs avantages potentiels. Premier avantage potentiel, c'est que dans cette période où beaucoup d'autorités publiques sont contraintes financièrement, ont des capacités d'endettement très limitées, il est intéressant de pouvoir faire appel au privé pour s'endetter, investir et développer de nouvelles infrastructures et de nouveaux services publics. Mais le principal intérêt des partenariats publics-privés ne réside probablement pas là. Le principal intérêt des partenariats publics-privés, c'est de faire appel à des partenaires qui ont généralement plus d'expérience, plus de capacités d'innovation et qui généralement ont plusieurs clients, opèrent sur des zones géographiques très larges et donc bénéficient d'économies d'échelle qui les rendent plus efficaces que la solution publique, totalement publique, où l'autorité investirait elle-même et gérerait le service de manière directe. Un autre avantage aussi des partenariats publics-privés, c'est que ça permet à l'autorité publique de se spécialiser sur finalement ce qui devrait être sa tâche essentielle, qui est de contrôler la qualité du service qui est rendu aux citoyens et pas forcément de le produire directement. Les quelques retours d'expérience qu'on a sur les partenariats publics-privés sont plutôt favorables, notamment sur la question du délai de délivrance des infrastructures. En effet, quel que soit le type de partenariat public-privé, que l'opérateur soit rémunéré directement par les usagers ou qu'il soit rémunéré directement par les autorités publiques,
bien souvent, sa rémunération est conditionnée au fait que l'infrastructure soit délivrée dans les temps. Et c'est ce qu'on observe. Il ne faut pas le perdre de vue parce que c'est un avantage essentiel des partenariats publics-privés. Pour certaines infrastructures qui sont essentielles pour les citoyens, c'est vraiment important de les avoir dans les temps. Malgré tout, les retours d'expérience suggèrent aussi qu'il y a certaines conditions nécessaires qui doivent être remplies pour que les partenariats publics-privés se passent bien. Et ces conditions nécessaires ne sont pas toujours faciles à respecter. Et c'est peut-être sur ce point que je vais conclure cette introduction. Donc, quelles sont les conditions de succès des partenariats publics-privés? Je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit que les partenariats publics-privés sont des accords contractuels complexes, généralement de long terme, puisqu'il y a des investissements lourds qui sont impliqués dans ces accords et qui doivent être amortis sur le long terme. Et dès lors, il y a différentes étapes qui sont cruciales. La première étape, c'est l'étape de sélection du partenaire, de l'opérateur qui va mettre en place ces investissements et gérer le service. Généralement, vous avez une première étape de mise en concurrence, puisque pendant la gestion du service, l'opérateur est en situation de monopole, donc il est nécessaire de le mettre en concurrence lors d'appels d'offres pour sélectionner la meilleure offre. Et cette étape de sélection du partenaire est souvent assez complexe. Elle est rendue assez complexe parce qu'on est bien souvent sur des secteurs qui sont assez concentrés. Donc vous avez très peu d'offreurs potentiels, très peu de partenaires potentiels. Il peut y avoir des ententes entre les entreprises, les opérateurs candidats. On est souvent sur des contrats qui sont de très gros montants et donc on peut avoir aussi des problèmes de corruption. On est aussi dans des cas où les entreprises peuvent avoir des comportements stratégiques. Et donc on peut observer certaines entreprises qui peuvent faire des offres très alléchantes, proposer des prix très faibles en espérant renégocier ensuite le contrat. Il y a notamment quelques retours d'expérience et une étude très intéressante de José Luis Guasch dans un ouvrage qui a été édité par la Banque mondiale qui étudiait plus de 1000 contrats de concession dans la zone, en Amérique latine et qui montrait que plus de 50% de ces contrats étaient renégociés moins de 2 ans après leur signature. Alors quelquefois pour de bonnes raisons, il y a de bonnes raisons de renégocier ces contrats, et on en parlera dans quelques secondes, mais quelquefois aussi pour de mauvaises raisons, simplement parce que les opérateurs bident, enchérissent très fort pour ensuite renégocier ces contrats. Enfin, une dernière difficulté qu'on peut observer à cette étape de sélection, c'est que quelquefois la meilleure offre provient de l'opérateur qui est le plus optimiste, qui est notamment le plus optimiste sur ses coûts de production et sur la demande future. Et l'autorité publique ne veut pas sélectionner l'opérateur le plus optimiste, puisque généralement c'est celui qui va faire faillite ensuite et qui va poser des problèmes lors de l'exécution du contrat. C'est ce qu'on appelle la malédiction du vainqueur. Alors toutes ces difficultés, en fait, vous avez des solutions. Par exemple, juste pour vous donner un exemple sur le problème de malédiction du vainqueur, vous avez une solution qui a été proposée et qui est utilisée, qui consiste à demander aux opérateurs privés non pas d'enchérir sur un prix, mais d'enchérir sur un chiffre d'affaires qu'ils veulent réaliser sur la durée du contrat. Et dès lors que le contrat démarre, si la demande est plus faible que prévu, le contrat dure un peu plus longtemps que prévu. Si la demande est plus forte que prévu, si c'est une bonne surprise, le contrat s'arrêtera un peu avant le terme prévu du contrat. Donc vous voyez qu'on a des solutions pour éviter ces problèmes. Ici, c'est un exemple pour éviter le problème de malédiction du vainqueur. Un exemple d'ailleurs qui est utilisé, une solution qui est utilisée au Chili dans différents secteurs, notamment dans le secteur autoroutier. Vous avez d'autres solutions aussi pour les autres difficultés que j'ai évoquées. Enfin, la deuxième étape qui est primordiale et qu'il faut bien avoir en tête, c'est l'étape d'exécution du contrat, où là, vous avez toujours des problèmes à anticiper, notamment les problèmes de renégociation dont j'ai parlé. En effet, on parle de contrats de long terme, de contrats incomplets, de contrats où il peut y avoir des choses, des surprises qui peuvent survenir, des innovations technologiques, des innovations réglementaires, où l'évolution de la demande peut être imprévue, où la demande des citoyens peut aussi évoluer. Et généralement, tous ces contrats sont amenés à être renégociés. Et il faut l'anticiper. Il faut notamment que l'autorité publique réfléchisse en amont à la manière dont elle anticipe, dont elle envisage de renégocier ces contrats dans le temps. Juste pour vous donner un exemple, le cas d'une autoroute, on peut très bien imaginer qu'au départ, tout se passe bien les premières années, et puis que très vite, la demande soit plus forte que prévu, que l'utilisation de la voiture soit plus forte que prévu, que la volonté de payer des consommateurs soit plus forte que prévu et qu'on ait besoin d'augmenter le nombre d'échangeurs sur cette autoroute. Dès lors, on a besoin de renégocier le contrat et il est plus pratique de l'avoir anticipé plutôt que de se retrouver par surprise dans une renégociation qu'on n'a pas anticipée et où on est dans une position plutôt de faiblesse. Donc pour conclure, je dirais que les avantages des PPP ne sont pas acquis et qu'il est nécessaire d'investir dans leurs relations contractuelles. C'est peut-être le message principal. Les partenariats publics-privés ne sont pas des privatisations.
Il ne s'agit pas pour les autorités publiques de se débarrasser ou d'externaliser la gestion du service public. Il s'agit pour l'autorité publique vraiment de se spécialiser sur la fonction de contrôle et de régulation des services publics en déléguant l'investissement et la gestion du service à un opérateur privé qui reste sous contrôle de l'autorité publique. Donc c'est vraiment un point important. Ça veut dire aussi qu'il faut vraiment, pour les autorités publiques, envisager dès le départ de développer de nouvelles compétences, de monter en compétences plus largement. Et de ce point de vue-là, les instances qui existent, les instances nationales ou les instances de conseil qui existent et qui sont là pour aider, épauler les autorités publiques dans la mise en place de ces partenariats, sont des instances qui sont vraiment essentielles de mon point de vue. Donc concrètement, pour conclure, je dirais que le diable réside dans les détails contractuels et les détails institutionnels. L'objectif de ce MOOC, c'est justement de rentrer dans les détails, de démystifier les partenariats publics-privés, de préciser les conditions dans lesquelles ces partenariats publics-privés seront des succès et finalement d'en tirer le meilleur profit.